Au menu ce soir, le diagnostic du football dans la province de l'Est hier, les défis du nouveau bureau de la Ligue nationale élite professionnelle de handball, mais aussi ceux de la prochaine équipe fédérale. Il y aura aussi du taekwondo et la deuxième partie de cette émission sera consacrée au handisport. Oui, les Gabonais, les Panthères du Gabon version sourds et muets prendront part en juin prochain au Cameroun à la première édition des Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone. Bienvenue à tous. L'émission, c'est Multisport 24 et pour cette première partie, on reçoit Paul Kessani, ancien international et capitaine de l'équipe nationale de football, mais également candidat à la Ligue de l'Estuaire de football. Avec lui, Rogers Mwanza, journaliste sportif chargé, spécialiste des questions de handball. Messieurs, bonsoir et merci encore d'être sur Gabon 24. Bonsoir Gaël. Donc tout de suite, messieurs, avant de revenir vers vous, suivons ensemble ce reportage qui jette un regard sur la situation de football dans la province de l'Estuaire. Alors que se tient depuis plus d'une semaine les assises du championnat national, la course à la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire est lancée. Plusieurs se sont déjà positionnés. C'est le cas de l'ancien international et capitaine de l'équipe nationale Paul Kessani. Pour certains analystes du football national, la Ligue de l'Estuaire peine à jouer son rôle. Écoutez, pour parler de la Ligue de football de l'Estuaire, ce qui est important à retenir déjà, c'est que c'est la ligue la plus importante du pays. Et partons du fait que c'est la ligue la plus grande, la plus importante, avec le plus grand nombre de licenciés, on aurait voulu voir une ligue beaucoup mieux organisée, une ligue beaucoup plus dynamique et surtout une ligue pilote. Et sur les dernières années, et surtout depuis que Félix Mbanzé, souvenez-vous de cet extraordinaire secrétaire général de la Fédération gabonaise de football qui avait fait une petite boulette à la fédération qui nous avait coûté une petite sanction de la CAF. Depuis qu'il est parti, il y a eu un petit tâtonnement dans la gestion de cette ligue qui aujourd'hui en principe n'est que l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle manque de façon fondamentale de moyens parce que je pense qu'ils n'en cherchent pas suffisamment au bon endroit, si ce n'est qu'ils attendent de la fédération des subventions qui généralement ne sont pas suffisantes. Je pense que le regard qu'il faut porter sur cette ligue-là, c'est qu'elle a besoin de renouveau, qu'elle a besoin de dynamisme, qu'elle a aussi besoin de passionnés pour qu'on retrouve de l'allant dans tout ce qui est fonctionnement de la Ligue de football de l'Estuaire. On parle quand même de l'Estuaire et pas que de Libreville. On parle quand même de toute la province de l'Estuaire avec un nombre de licenciés qui est extraordinaire et qui doit pouvoir chaque année produire des talents, qui doit pouvoir être le creuset de notre football et donc naturellement renvoyer une bien meilleure image que celle qu'il est un jour. Élu le 29 juillet 2017, Serge Ahmed Mombo est toujours aux commandes de la Ligue de football de l'Estuaire, et ce jusqu'à la prochaine élection, prévue en juillet prochain. Messieurs, pour tout de suite revenir sur Paul Kessani, parce qu'on rappelle quand même que vous êtes candidat à la Ligue de football de l'Estuaire. Déjà, nous dire qu'est-ce qui se passait finalement dans votre esprit, parce que pendant longtemps, vous avez été sollicité pour, n'est-ce pas, briguer un mandat, que ce soit la Ligue, que ce soit pour le compte de la Fédération ou la LINFP. Et on se souvient en ce temps, vous disiez que vous n'étiez pas prêt. Et aujourd'hui, on s'est dit certainement, c'est la bonne. Qu'est-ce qui a constitué le déclic? Vous savez, je vous remercie d'abord de me donner l'occasion d'être ici, de pouvoir parler de ce projet important. C'est après beaucoup de consultations, beaucoup de sollicitations, effectivement, que je me suis décidé. J'ai partagé un peu entre ma passion, effectivement, et puis ce délitement de notre football depuis quelques années et cette envie d'être utile pour mon pays. J'ai décidé, effectivement, après des sollicitations, de me lancer à la course de la Ligue de l'Estuaire. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir aussi prendre certaines responsabilités. Donc, c'est ce que je fais. Je l'ai toujours fait quand j'étais joueur et dans tout ce que je fais. Et je pense que le moment est venu aujourd'hui de pouvoir donner un petit élan à notre football. Frédéric Oula parlait tout à l'heure de l'importance de la Ligue de l'Estuaire. Vous savez qu'elle est née en 1959, cette ligue, bien avant la Fédération gabonaise de football. Et c'était la plus importante. Elle a joué un rôle majeur dans le développement de notre football dans ce pays. Et elle continue toujours à jouer son rôle parce que c'est la plus importante, le nombre de licenciés, la dynamique la plus importante de licenciés en football, elle est principalement à Libreville. Donc c'est ici qu'il faut faire le gros travail et je pense que je peux apporter à travers le projet que je présenterai aux acteurs du football un petit plus.
D'accord, avant que vous nous parliez justement de ce projet, j'ai entendu parler, un projet qui s'est dénommé les 3 R. Les 3 R. Les 3 R, donc avant de revenir sur ça, Rogers, on a suivi ensemble ce reportage et Freddy Coulin rappelait qu'il fallait donner un nouveau souffle à la Ligue de football de l'Estuaire. Est-ce que vous partagez également cet avis? Oui, un nouveau souffle parce que il y a une dynamique qui se ressent au niveau du mouvement sportif gabonais et de plus en plus nous voyons la jeune classe dirigeante venir aux affaires des fédérations et donc M. Paul Kessani cadre un peu, répond un peu à ces critères de ces jeunes qui peuvent dorénavant passer à la gestion d'une association sportive, en l'occurrence la Ligue de l'Estuaire pour son cas. Paul Kessani, parlez-nous de ce projet, les 3 R. Vous avez mis un accent particulier sur le développement du football amateur. Tout à fait. Vous savez, lorsque notre pays a amorcé une importante phase dans le football, de façon générale, le football professionnel, l'État a consenti beaucoup de moyens. Et malheureusement, quand on a mis ce projet en place, vous savez, on n'a pas pensé au football amateur. Et je dis toujours aux gens, et malheureusement, on ne prend pas ça souvent en compte, le football professionnel est tributaire du football amateur. Et le football amateur, lui, est tributaire du football de masse qui se joue dans les quartiers. Donc, si vous n'avez pas réfléchi à ces 3 pans, et puis bien évidemment avec un plan d'infrastructure derrière, parce que le football se joue sur les terrains de foot, au quartier, à l'école, les championnats civils donc de ligue, et puis en professionnel. Je pense qu'en professionnel, on a suffisamment les terrains aujourd'hui pour pouvoir le jouer. Donc, quand ce plan a été mis en place, on n'a pas pensé au football amateur. Et malheureusement, en réalité, on a tué notre football. Parce que le niveau d'organisation qui devait faire en sorte que tous les clubs qui jouent dans les championnats de ligue puissent former des joueurs. Parce qu'il n'y a pas que les championnats professionnels, les clubs de première division qui peuvent former ces joueurs. Il y a surtout le vivier, le plus gros vivier important, c'est dans les ligues. Et Libreville, aujourd'hui, constitue un vivier assez important. L'absence de moyens et l'absence d'organisation a fait en sorte qu'on plonge naturellement. Donc, le niveau des joueurs n'étant pas très, très bon, parce que le niveau de compétition n'étant pas là, et certains joueurs, pas souvent bien formés, parce qu'ils n'avaient pas le nombre de matchs qu'il fallait, se sont concentrés sur les clubs professionnels. Ils sont combien à Libreville? Pas beaucoup. Donc, naturellement, le football amateur a plongé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je viens aujourd'hui avec un projet que j'appelle les 3 R. Allez, je ne vais pas trop en dire maintenant, parce que je vais donner la primeur au collège électoral et surtout aux acteurs du football de Libreville. Les 3 R, c'est un projet de rupture, restructuration et relance. Vous savez, le football dans sa pratique, même s'il est amateur, il impose toujours du professionnalisme dans sa pratique. Les méthodes, dans la rupture que je vais incarner aujourd'hui, c'est plutôt une rupture en termes de management. Vous savez dans la manière de faire. Tout à fait. Il y a quelqu'un de vos collègues qui le disait tout à l'heure à la télévision. Le type de management aujourd'hui qu'il faut, ou aller trouver les moyens, ou aujourd'hui répandre le football dans des zones disparates. C'est ça qui est important aujourd'hui à l'Estuaire. Quand vous voyez la dynamique des licenciés, malheureusement, elle n'est pas aussi prise en compte malgré cet engouement qu'il y a. Vous voyez. Donc, dans mon plan de rupture, comme je le disais, c'est plutôt de pouvoir faire en sorte qu'il faut être inventif, créatif, en associant tous les opérateurs économiques, tous les acteurs qui peuvent être des acteurs de développement. Dans la restructuration, effectivement, c'est déjà l'acquis, c'est de pouvoir faire en sorte que l'organisation qu'on mettra en place soit une organisation qui soit la plus fiable, qui soit en phase et en cohérence avec les orientations de notre pays et puis celle internationale. La relance, effectivement, il faut relancer les compétitions, il faut relancer tous ces 2 premiers pans-là. Et puis après, c'est la relance des compétitions, la relance sur la formation, la relance sur un pan très important, le football féminin, qu'on oublie. C'est de pouvoir aussi ramener l'approche genre, d'essayer de l'équilibrer parce qu'il y a trop d'écart aujourd'hui. Nous avons des jeunes filles et des jeunes femmes qui veulent, des jeunes filles qui veulent jouer au football, mais surtout des jeunes femmes aussi qui ont arrêté le football ou qui s'intéressent au football. Elles doivent pouvoir participer il faut créer quelque chose qui va faire en sorte qu'à un moment donné, elles s'intègrent dans des organisations sportives, dans des institutions, mais aussi qu'elles entraînent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des entraîneurs femmes. Voilà. Donc, je vous en parlerai un peu plus. Excusez-moi, je ne peux pas en dire un peu plus parce que je suis en phase de consultation avec les acteurs du football. Et c'est vers eux que j'irai particulièrement expliquer ce projet de 3 R. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas quelque chose qui sort de Mars. C'est aujourd'hui d'améliorer l'acquis. Et donc, c'est un challenge, c'est mon défi.
avec une équipe transversale, où vous pourrez trouver des gens dans le football, des gens hors football, mais surtout des gens qui ont de la passion. Surtout les gens qui ont de la passion, on retient ça. Rogers, ça revient toujours. On a eu M. Murphy ici, dernièrement. On a eu le candidat à la fédération de hand aussi, je crois. Il y a toujours ce problème d'argent qui revient. Et puis on se dit, à chaque fois, quand l'État ne donne pas, on est bloqué. Quand l'État ne donne pas, on est bloqué. Est-ce qu'il faut qu'on continue comme ça? Non, il ne faut plus qu'on continue comme ça. Et moi, je pense que les nouveaux dirigeants et ceux qui partent vers la conquête de ces fédérations ont déjà une idée de comment pallier ce grand manquement de subventions de l'État. Il ne faut pas aussi, d'une autre part, alléger l'État. C'est une obligation de l'État d'accompagner les mouvements sportifs, notamment les fédérations et ça en découle au niveau des ligues pour le cas de Paul Kessani qui est là présentement sur ce plateau. Mais au-delà de cette subvention de l'État qui ne suffit jamais à une fédération ou à une entité sportive, il y a derrière des mécanismes de marketing, d'aller lever les fonds que chaque dirigeant ou chaque équipe qui vient en place doivent mettre en place pour effectivement. Un peu plus. Mais finalement, qu'est-ce qui... Oui, justement, je suis obligé de parler de il faut bien qu'on en parle pour parce que vous avez un plan Tout extraordinaire, les 3 heures, vous avez décrit, mais après, il n'y a jamais de plan à taux zéro. Il faut forcément de moyens pour mettre tout ça en musique. La première chose d'abord, c'est de pouvoir aujourd'hui identifier tous les acteurs qui peuvent apporter au développement du football dans l'estuaire. Il faut savoir que la Ligue de l'estuaire est l'organe technique du football dans l'estuaire. Lorsqu'on parle de football, c'est le premier organe technique. Après, il y a la Fédération gabonaise qui est au-dessus. Il faut aujourd'hui que, par exemple, tous les acteurs, qu'il s'agisse des bénévoles, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des collectivités locales, comprennent l'importance aujourd'hui de relancer notre football dans l'estuaire. Ça, c'est la première chose. Et ça, ce sont les arguments. Il faut avoir les arguments et je pense que j'ai suffisamment d'arguments pour le parler, pour en dire beaucoup. Il faut aussi savoir que la Ligue, le rôle de la Ligue aujourd'hui, c'est de surtout relancer les compétitions des jeunes et des jeunes filles. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas en réalité. Et lorsque vous avez ces compétitions, vous comprendrez que en réalité, c'est le plus grand nombre de licenciés se trouve dans ces gens-là. Ce n'est pas en professionnel, parce que les équipes professionnelles, c'est des effectifs de 25. Mais vous imaginez combien d'équipes de jeunes il y a dans les sous-ligues et dans la Ligue. Donc, dès qu'on a compris cela, après, il faut faire effectivement un lobbying qui va faire en sorte qu'avec un projet bien détaillé sur les besoins et sur l'importance que revêt aujourd'hui de pouvoir accompagner ces jeunes, c'est du développement durable. Quand on accompagne un jeune dans un programme foot, sport ou sport et éducation, on participe à former un humain sur le long terme. Et puis, la deuxième chose, c'est de trouver effectivement un mécanisme qui va financer. Moi, j'ai pensé à un fonds qui va effectivement être un fonds qui va réunir beaucoup d'acteurs, des mécènes, des opérateurs économiques, des collectivités locales. Est-ce qu'il y a quelques anciens footballeurs derrière? Non, ce fonds en réalité, il sera structuré de telle sorte que ceux qui voudront accompagner notre approche à travers la RSE, qui est une niche aujourd'hui que beaucoup d'associations aujourd'hui peuvent en profiter. La nouvelle loi sur l'orientation sur le sport, bon, c'est beaucoup plus les équipes professionnelles, il faut le dire. Mais je vais dire aujourd'hui, quand vous voyez l'environnement économique de notre pays, Libreville concentre la majorité des opérateurs économiques. Après, je sais qu'il y a une crise de confiance entre les opérateurs économiques et le monde du football, parce que certains dirigeants, malheureusement, ont parfois par le passé, n'ont pas souvent eu une bonne approche. Et moi, je veux pouvoir amener si vous voulez bien, cette transparence qui va rassurer tout le monde pour qu'on aille sur un projet viable, mais parce qu'effectivement, il y a en jeu l'avenir de nos jeunes. Il faut aujourd'hui, vous savez, le football amateur, c'est des bénévoles. C'est du bénévolat en majorité. Donc, toutes ces personnes qui prennent sur eux de pouvoir prendre des jeunes, des équipes de jeunes et tout ça, nous, la Ligue, il faudra les accompagner. Accompagner des sous-ligues dans des programmes bien précis que je présenterai lorsque j'aurai mon programme, les 3 R. Mais moi, j'ai pensé à un fonds qui va financer 4 pans importants de mon projet programme. On remarque que quand vous essayez de nous donner quelques brèches par rapport à ce programme-là, la place du football féminin est importante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez pour le football féminin?
On a complètement oublié le football féminin. Même quand vous dites assez, mais la réalité aujourd'hui, elle est là. Combien d'équipes aujourd'hui? Est-ce qu'on a un championnat de football féminin? On n'en a pas. Sur la Ligue des Estuaires. Il y avait un à la Ligue de l'Estuaire. Non, on en a. Pour moi, ce n'est pas un championnat, si vous voulez bien. Voilà. D'accord. Peut-être pour C'est vous. peut-être un tournoi, Non. mais ce n'est pas un championnat. D'accord. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une cohérence, et je l'ai expliqué dans mon projet. La difficulté aujourd'hui, c'est de ramener les jeunes filles aujourd'hui à la pratique du football. Ces jeunes filles, on les trouve où pour la majorité? C'est dans les établissements. C'est avec la direction de la jeunesse et des sports et des établissements qu'il faut travailler aujourd'hui pour concevoir un programme qui va encourager les jeunes filles, les accompagner et les orienter vers des clubs. Est-ce que ça ne va pas être difficile pour le Kessani? Parce qu'on a rencontré quelques jeunes filles qui ont déjà quand même un certain âge et qui aujourd'hui, après avoir beaucoup donné pendant des années, décidément se disent bon, c'est plus la peine. Et pourtant, le talent encore y est, mais ça n'a pas suivi derrière. Comment vous allez faire pour essayer de ramener ces filles-là? Mais c'est ce que je vous dis. Il faut travailler aujourd'hui en collaboration avec les établissements et la direction de la jeunesse et des sports pour que dans les programmes, dans notre programme, moi j'ai un programme qui s'appelle Et qu'est-ce qu'on fait des filles Il faut aujourd'hui que toutes les fréquentent filles, les aujourd'hui, établissements? par exemple, qui ont un certain niveau, qui ont un certain âge, qui n'ont plus la motivation de pouvoir aller sur le terrain, il faut aujourd'hui, il y a un programme de formation des encadreurs aujourd'hui pour qu'elles intègrent, comme je vous ai dit, des associations sportives et qu'elles intègrent aussi des institutions, qu'elles entraînent. Parce que c'est elles, avec leur expérience, et si on leur donne la connaissance et le savoir, qui vont pouvoir, elles, avec leur vécu, emmener ces jeunes filles. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a autre chose. Il y a par exemple des icônes et des modèles qui peuvent aujourd'hui booster. Nous sommes en relation avec beaucoup des internationaux, des anciennes footballeuses françaises qui sans doute viendront peut-être, si je suis élu, pour pouvoir, dans ce programme que je mettrai Foot Éducation, aller dans les établissements, discuter avec eux pour leur expliquer leur parcours. Parce que ça aussi, c'est une question importante. Quand vous ne donnez pas l'importance de quelque chose et d'un sport, les gens ne le prennent pas au sérieux. Mais quand il y a des gens qu'on voit à la télévision et dont on sait qu'ils ont réussi, quand ils viennent vous expliquer une situation, vous les prenez parfois au sérieux. Et avec un programme bien précis, je suis sûr qu'on va accompagner ceux qui veulent jouer, les jeunes filles, et puis celles qui veulent arrêter. Il faut aujourd'hui les orienter, il faut les motiver pour qu'elles aillent et qu'on les oriente dans les associations sportives ou dans les institutions qui gèrent le football. Roger, je vois que vous prenez beaucoup de notes. Peut-être une question à l'endroit de Kessani. Vous voulez rebondir par rapport à ce que Paul Kessani est en train de dire concernant naturellement le football féminin? Oui, c'est très important parce qu'il va à la conquête d'une ligue, certainement la ligue majeure de l'Estuaire, de la Fédération gabonaise de football. J'y arrive. Alors, tout à l'heure, il venait de nous parler d'un fonds. C'est vrai qu'il a présenté plus ou moins les mécanismes. Mais quelles sont les garanties que les personnes sur qui vous comptez ou ces entreprises vont adhérer? Mais je ne peux pas vous donner des garanties ici puisque je ne suis pas encore élu. Je travaille, c'est pour ça. Si je propose quelque chose, c'est justement pour faire en sorte que ces amis ou ces personnalités ou ces entreprises adhèrent au projet. Je ne peux pas vous dire... Donc on espère que ce n'est pas... on va dire quoi, un montage pour simplement les besoins des campagnes. Mais non, vous savez, quand vous voyez le fonctionnement des autres ligues, pour prendre les pays où ça marche vraiment, il y a toujours un fonds qui finance le football amateur. Vous savez, la Fédération française de football a en son sein ce qu'on appelle un fonds de solidarité du football amateur. Je me suis inspiré, si vous voulez bien, de ce fonds-là. Et j'ai bien compris en réalité que c'est le football professionnel, dans ce processus-là, qui finançait le football amateur. Il faut aujourd'hui, il y a les assises du football aujourd'hui, il faut aujourd'hui penser à ce que le football professionnel qui a plus d'argent, parce que le volet formation est dédié aux ligues, il faut aujourd'hui que tous ces clubs-là reversent quelque chose qui va permettre de financer le football amateur. Ça, c'est une réalité. Après, je vous dis, tous ceux qui m'ont vu lorsque j'ai géré quelque chose, j'ai toujours emmené des entreprises derrière moi. Parce que c'est une question de crédibilité. Quand vous êtes crédible et que les gens savent que si vous leur donnez 100 francs et que vous l'utilisez bien, ils vous accompagnent dans tout ce que vous faites. Et puis il y a une question, ce n'est pas une question de Kessani, c'est une question qui doit, nos autorités compétentes aujourd'hui, de pouvoir accompagner nos jeunes, de relancer notre football. La Ligue des Estuaires, c'est le poumon du football gabonais. Si le football gabonais se porte bien, si la Ligue des Estuaires se porte bien, le football gabonais, je suis sûr, se portera mieux. Il faut aussi avoir un regard à l'intérieur du pays. Et puis, je dirais quand même que pour une fois, on a aujourd'hui, et ce n'est pas pour me vendre, on a quand même une enseigne internationale
à la tête qui se présente à la candidature d'une élection, et pas n'importe lequel quand même. Je pense capitaine. Non, quand je dis pas n'importe lequel, c'est-à-dire que je pense que j'ai suffisamment manifesté, j'ai suffisamment démontré par mes analyses et par ma cohérence dans ma démarche que lorsque je fais quelque chose, je le fais avec beaucoup de sérieux. Donc, aujourd'hui, vous impliquez beaucoup dans... Voilà. Dans toutes les questions des droits des footballeurs, accompagner les jeunes, la détection et autres. Je me souviens qu'on a couvert un événement que vous avez organisé, vous avez fait venir des détecteurs. Un talent, une chance, des détecteurs. Voilà, justement, donc essayer de donner de la chance à tous ces jeunes-là qui rêvent football et qui veulent également devenir des Paul Kessani, des Pierre-Emerick Aubameyang. Vous savez, c'est important parce qu'il faut donner aujourd'hui des repères et des modèles et à ces jeunes. Il faut leur tracer une voie aujourd'hui. Moi, à mon époque, j'ai bénéficié de beaucoup de choses parce qu'il y avait des compétitions quand même qui se jouaient. Et pour ne prendre seulement qu'un pan, la détection aujourd'hui, elle n'est pas faite pour permettre à ce que nos jeunes soient détectés dans tout, c'est-à-dire dans tous les coins de l'estuaire. Il faut d'abord que le football se joue, mais il faut qu'un jeune qui soit à Coco Beach, un jeune qui soit à Ovendo, un jeune qui soit à Kanda, ils aient les mêmes chances. Pour que quand on fera une sélection provincial et qu'on fera un tournoi plus tard, international, mais que personne ne se plaigne parce qu'effectivement, la direction technique, dans la nouvelle réorganisation, la direction technique provinciale, bien évidemment, j'entends, dans la réorganisation que je mettrai en place, elle aura mis au pagne fin où elle aura eu, si vous voulez bien, une visibilité sur tous les jeunes et prendre les meilleurs. Et après, ce sera à eux de pouvoir jouer. Mais vous allez voir que dès lors qu'on leur donne un horizon, ces jeunes, même leur formation, c'est-à-dire que leur progression aussi, va changer. Quand un jeune sait que je vais jouer en sélection provinciale, je suis déjà retenu à la sélection de la sous-ligue, son comportement change. Je suis retenu à la sélection provinciale, son comportement change. Quand il sent qu'il y a une perspective, il y a un tournoi international parce que la sélection de l'Esturé va jouer, quand il repart en club, il travaille différemment. Donc, c'est par mon expérience, parce que je l'ai vécu, mais il faut l'améliorer pour que nos jeunes aussi aient cette chance. Les mêmes chances que d'autres jeunes africains. Roger, vous croyez au programme de Paul Kessani? Parce qu'avant lui, peut-être là, c'est peut-être un peu mieux détaillé que d'autres, mais avant lui, toutes ces personnes-là qui ont occupé des postes au niveau de la Ligue de football de l'Est, pas seulement en parlant de football, mais dans les autres disciplines aussi, souvent les gens viennent avec des beaux discours et puis derrière, une fois ils sont élus, on a comme l'impression qu'ils sont là désormais pour leurs intérêts personnels. Oui, moi je crois à tous les projets présentés par les différents candidats, parce que j'estime qu'avant de venir présenter ça au grand monde, il y a eu une réflexion, il y a eu une étude, donc je crois. Maintenant, il y a que le porteur du projet, dans sa sincérité avec l'audimat, dans sa sincérité avec ses électeurs, dans sa sincérité avec les pratiquants, c'est là où il y a parfois le fossé qui se crée. Parfois, il y a d'autres qui viennent avec, comme je disais à Paul Kessani, ce sont des stratégies de campagne. Et puis, lorsqu'on arrive au pouvoir, on oublie tout ce qu'on a promis. Mais généralement, un projet, il est toujours bien ficelé. Et donc, maintenant, comme il le disait tout à l'heure, c'est de la crédibilité du candidat. De dire que moi, je suis venu pour ça. Et puis, la passion. On a quelqu'un de passionné. Et ce qui est beau ces derniers temps dans le mouvement sportif, c'est que la plupart des candidats, que ce soit en ligue ou en fédération, soit ce sont des anciens athlètes ou des anciens acteurs de la discipline. Donc, ils connaissent, ils sont un peu plus imprégnés. Et en plus, ces derniers temps, ce sont des passionnés. Donc, quand on est passionné et qu'on a étudié réellement son projet, moi, je crois que le projet, il est faisable parce qu'il va forcément se battre pour réaliser parce qu'il est passionné de son sport. Bon, il n'y a pas que le football au Gabon, il y a également du hand, donc défis et perspectives de l'ensemble des acteurs du hand. C'est tout de suite dans ce reportage, on se retrouve juste derrière. Après l'organisation de la Coupe d'Afrique de handball au Gabon en 2018, la discipline peine toujours à refaire surface sur les eaux très troubles du paysage sportif gabonais. Pourtant, certains acteurs relativisent. Le handball n'est pas aussi malade que l'on croit le présenter actuellement. Il n'y a que le handball effectivement est dans une léthargie qui est liée au manque de financement de l'État. Alors que le nouveau bureau de la Ligue nationale d'élite et professionnelle de handball vient de prendre ses fonctions et que l'on s'achemine vers le renouvellement du bureau fédéral, les défis sont nombreux pour redonner au handball son lustre d'antan. Depuis des années, les gens s'accordent à dire que les textes ne répondent plus aux normes.
les textes sont caducs. Donc, il faut travailler de manière à ce que ces textes puissent naturellement trouver une certaine fluidité pour permettre aux athlètes et les organisations qui œuvrent dans le domaine du handball de se retrouver dans ce qui sera écrit. Il y a également le problème du pôle cadet, qui est un pôle de performance qui a été créé pour fournir à l'équipe nationale dans toutes les catégories des joueurs. Et depuis au moins 4 ans, le pôle cadet ne fournit plus un seul joueur. Le pôle cadet est à l'arrêt. Donc, il faut véritablement remettre sur pied ce pôle de performance qui constitue l'ossature de l'équipe junior, de l'équipe cadette et de l'équipe nationale même d'ailleurs. Toiletter les textes, extraire tout ce qui ne cadre plus avec la pratique actuelle du handball, réunir l'ensemble des intelligences pour une relance véritable de la discipline dans le pays, pour la future équipe fédérale et le nouveau bureau de la Ligue nationale d'élite et professionnelle de handball. Les données sont connues, il faut agir et agir vite. Et puis justement, avant de rebondir sur Rogers, Paul Kessani, l'intervenant tout à l'heure, est revenu sur l'importance du toilettage des textes. Est-ce qu'on n'a pas le même problème au niveau de la Ligue? C'est toute la difficulté de nos ligues, hein, et même jusqu'à la fédération. Je prends la Ligue de l'Est aujourd'hui. On ne sait pas dans quelles conditions on va aller dans les élections parce que le code électoral qui s'applique... Justement, est-ce que les conditions sont réunies? Voilà, le code électoral de la FEGAFOOT qui s'applique aux ligues est clair. Par exemple, la Ligue doit, tous les 31 décembre, dans ses statuts, faire une assemblée générale ordinaire. Et ce n'est pas la Covid, parce que quand vous prenez le collège électoral, 14 clubs, ceux qui sont au congrès, les 14 clubs et les 6 sous-ligues, avec le comité exécutif, on peut faire une assemblée générale. Elle a délibérément peut-être ne pas fait, comme vous le savez, et il se posera la question et la problématique de la commission électorale, alors que le code électoral dit que c'est l'assemblée générale ordinaire qui précède l'assemblée élective. C'est à ce moment-là qu'on présente au congrès les membres de la commission électorale. J'espère surtout que la Ligue, le bureau actuel, ne va pas nommer les membres de la commission électorale. Est-ce que vous êtes prêt toujours quand même à vous engager dans cette élection-là, même si les conditions... Ah, mais bien sûr, de toutes les façons, nous avons nos juristes, et puis on ne va pas laisser ça passer. On a aussi un peu... On va voir sur le plan national et international, parce que je pense que ce fonctionnement ne peut pas continuer. C'est des méthodes, on le sait, on l'a vu à la FEGAFOOT à l'époque, et ceux qui sont là aujourd'hui risquent d'utiliser les mêmes méthodes et les mêmes pratiques, mais ils trouveront sur eux et en face d'eux des gens qui vont répondre. Rogers, quand on parle du hand au niveau du Gabon, on a comme l'impression qu'après la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon a abrité en 2018, le hand s'est arrêté. Le hand s'est arrêté après la Coupe d'Afrique. Non, pas vraiment, parce qu'après la Coupe d'Afrique, il y a eu 2 Coupes du Gabon. Donc, cela veut dire qu'il y a eu handball, mais plus comme avant cette CAN, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne suis pas au bureau fédéral, je ne suis pas dans un organe de gestion du handball pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Votre regard de journaliste face à cette situation? Dans mon regard de journaliste, il est en premier ressort, il n'y a pas eu l'accompagnement de l'État, déjà des subventions. Et donc, face à cette absence de financement, la fédération n'a pas pu tourner. Là, on parle de la fédération. Au niveau de la Ligue nationale, il y a eu ce championnat, cette deuxième édition du championnat semi-professionnel soutenu par RMSN. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui était grosso modo sur le plan national. Mais en gros, ça ne ressemblait plus à 10 ans comme on jouait au handball. Messieurs, c'est la fin de cette première partie. Merci d'avoir été sur Gabon 24. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Paul Kessani, ancien international footballeur gabonais, aujourd'hui candidat à la Ligue de football de l'Est-UR. Avec lui, Rogers Mwanza, il est journaliste sportif spécialisé dans les questions du hand. On marque juste une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Ils m'ont rejoint sur le plateau pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Ibrahim Adjagbe, président de l'association gabonaise Omnisport des Sourds, et Yann Akenege, journaliste à Gabon 24. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir.
Dans moins d'un mois, vous irez au Cameroun participer au championnat francophone d'Afrique des personnes spéciales. Mais avant, nous allons regarder cet entretien que nous a accordé le président de la Fédération gabonaise de taekwondo. On se retrouve juste derrière. La direction technique nationale a dû convoquer 14 athlètes en présélection. Et au sortir de ces 14 athlètes, nous allons retenir 10 dans la première phase de préparation, 10 qui iront en casernement en Toum. Ils seront casernés en Toum pendant 2 à 3 semaines. Et au sortir des 10 qui seront en Toum, nous allons retenir 3. 3 qui iront à Dakar, le championnat d'Afrique, accompagnés des 2 autres qui sont en Espagne, qui sont Anthony Obam et Moïka Maria. Donc en tout, la délégation des athlètes, l'équipe nationale va se composer de 5 athlètes qui vont représenter les couleurs du pays. Après le championnat d'Afrique, je vais faire le tour des ligues, de cette ligue qui existe en ce moment, pour voir un peu l'existant et connaître un peu les difficultés qu'ils ont. Lorsque j'aurai les difficultés qu'ils ont, je vais m'atteler à régler ces difficultés pour qu'au moins, dans les plus brefs délais, ces ligues soient dotées de tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement. Il faut savoir que le taekwondo aujourd'hui, c'est la seule discipline qui a amené au Gabon une médaille olympique. Donc c'est une discipline où tous les Gabonais doivent se sentir concernés. Tous les Gabonais doivent investir sur cette discipline parce que cette discipline fait honneur au pays. Parce que nous avons notre Anthony Obam national. Aujourd'hui, nous cherchons des partenaires et on espère que dans les jours, les mois à venir, nous allons trouver des partenaires qui vont nous aider, qui vont aider la fédération à mieux développer notre programme d'activité. Il y a un adage qui dit qu'il va aller loin maintenant sans monture. Ça veut dire que nous, la fédération, on pense déjà à l'après Anthony Obam. On pense déjà à la pépite d'or qui pourra venir remplacer Anthony Obam. Voilà pourquoi nous allons sûrement avec les différentes sorties que nous allons avoir, peut-être d'ici là, proposer au Comité national olympique des nouvelles personnes qui pourront bénéficier de la bourse olympique afin de mieux se préparer, afin de mieux remplacer Anthony Obam lorsqu'il ne sera plus là. Voilà, sur ce plateau, je vous l'annonçais déjà au début de cette deuxième édition, nous recevons Ibrahim, il est président de l'association gabonaise au Omnisports des sourds et dans pas mal de temps, ils vont participer au Cameroun à une compétition qui leur est dédiée. Ibrahim, bonsoir et merci encore d'être sur ce plateau. Comment se passe la préparation de l'équipe ? Alors, notre équipe a commencé à se préparer depuis 2 mois déjà. Alors, comme il y a certaines difficultés liées au corona, donc on s'entraîne 1 fois par semaine, chaque dimanche. Donc, on se prépare et la préparation progresse très bien. Bon, Ibrahim, rappelez-nous dans quel contexte cette équipe a été formée ? Alors, notre équipe est soutenue par des entendants. Lorsque certains entendants nous voient jouer, ils arrivent, ils nous encouragent et nous prodiguent des conseils pour qu'on se forme mieux. En fait, ce que je veux savoir, c'est que où est venue l'idée justement de former une équipe des sourds-muets ? Alors, nous, on a remarqué certaines choses dans le pays. L'équipe de football des sourds que nous on a créée avait pour ambition d'abord d'évoluer dans le domaine des sourds. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué par exemple qu'en France, au Cameroun, aux États-Unis, les sourds là-bas jouent bien au football et il y a des équipes qui sont bien formées. Alors au Gabon, on a réfléchi comment faire pour créer nous aussi une équipe de football pour les sourds. Avec notre association, on a mis en place une équipe de sourds pour essayer nous aussi de développer le sport des sourds au Gabon. Yana Kenege, comment vous voyez l'initiative déjà de former cette équipe de sourds ? Ouais, vraiment, merci déjà pour la réception, merci pour Multisport 24. Mais il faut dire que c'est une très très bonne initiative de regrouper les malentendants entre eux, pourquoi pas, et de participer à une activité sportive. En plus, le sport roi, qui est le football, il faut dire qu'il n'y a pas seulement que dans le football qu'on voit les personnes handicapées,
des personnes avec des handicaps, peut-être pas moteurs cette fois-ci. Là, c'est la parole et lui, c'est vraiment très intéressant. Il y a des champions dans le monde qui ont déjà été, qui se sont fait remarquer, qui se sont fait distinguer. On a l'exemple de Oscar Pistorius, le Sud-Africain, qui avait été le premier athlète paralympique à se qualifier pour les Jeux olympiques des personnes valides. Il y a eu plusieurs autres qui ont pu se distinguer aussi. On va parler de Trisha Zorn, par exemple, celle, la tête qui était totalement aveugle, mais qui a pu être une nageuse de renommée vraiment internationale. C'est vraiment bien si à l'échelle nationale, déjà, des associations en elles-mêmes décident d'aller dans les dynamiques de création d'activités sportives. Et puis, c'est très bien. Maintenant, c'est le soutien. C'est comment est-ce que cette affaire continue. Moi, j'aimerais vraiment poser une question au président. Si on connaît les associations, on ne connaît pas forcément les associations sportives, mais comment est-ce que le lien se fait au niveau de l'entretien? Par exemple, forcément, le football demande du matériel, demande des soutiens techniques et financiers. Est-ce que la fédération a des financements qui viennent peut-être... L'association. Voilà, l'association, voilà. Alors, on fonctionne à travers les cotisations. Nous-mêmes, on se cotise pour acheter certains matériels. Souvent, il nous arrive d'écrire des demandes à certains partenaires pour nous soutenir. Donc, avec l'ensemble de ce fonctionnement, c'est un peu comme ça qu'on avance. Cotisation et lettre de demande de soutien. Justement, on sait que ce n'est pas la première participation de cette équipe à une compétition. Pour prendre le cas de la compétition du Cameroun, quels sont les soutiens jusque-là que cette équipe reçoit? Alors, l'année passée, en 2018 à peu près, lorsque nous sommes allés au Cameroun, il y a la FEGOF, qui nous a aidés pour voyager, pour aller participer aux compétitions. Donc, ils feront de même aussi pour le Cameroun. D'accord, donc oui. Et moi, j'aimerais vraiment demander, est-ce qu'il y a un lien, notant que cette association, c'est une association sportive, bien évidemment, elle est sous la tutelle du ministère des Sports, puisqu'elle représente le pays, voilà, à l'échelle peut-être continentale, avec cette sortie, et puis avec la compétition. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est vraiment attaché au sport, c'est-à-dire au ministère des Sports? Alors, normalement, on ne peut pas directement travailler avec le ministère des Sports. Alors, nous, on est sous la tutelle de la FEGOF. Okay. Nous sommes une association gabonaise omnisport des sourds. Nous, on travaille avec la FEGOF. Okay. C'est eux notre tutelle. Donc, c'est avec la FEGOF que nous, on fonctionne. Donc, on rappelle que la FEGOF, c'est la Fédération gabonaise omnisport pour personnes handicapées. La stat de la semaine est axée justement sur la participation des équipes gabonaises de football des sourds à la première édition des Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone. Le National Foot gabonais senior chez les personnes sourdes et muettes est engagé pour les premiers Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone, prévus en juin prochain à Yaoundé au Cameroun. Une première participation qui se prépare dans un climat serein sous les instructions du sélectionneur national Walter Onanga. Tous ceux qui parlent la langue française, et on doit se retrouver au Cameroun pour une compétition de 7 ou 8 jours. Après cette compétition, nous allons aussi préparer le Kenya. Et le Kenya, c'est costaud, c'est un gros morceau. C'est le championnat de tous les pays africains. La condition physique et technique est l'un des points sur lesquels repose cet entraînement en vue de la première participation des joueurs gabonais dans une compétition d'une telle envergure. Une première participation qui pourrait ouvrir les portes de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Kenya, à la sélection gabonaise et pourquoi pas celle du mondial au Brésil. Parmi ces pays, on voudrait récupérer les 2 premiers pour aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde au Brésil. C'est notre objectif, d'être parmi les 2 premiers. Et pour arriver à ces 2 premiers, c'est cet exercice que nous allons faire au Cameroun qui va nous permettre de voir clair. Pour une première participation pour les premiers Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone, le staff technique et l'encadrement de l'équipe sont cependant confrontés à un problème d'infrastructure à même de permettre aux 11 nationales gabonais de s'épanouir librement et de préparer plus efficacement cette première qualification à une compétition internationale d'envergure. La seule chose qui nous manque et qui est très très importante, c'est l'air du jeu. On s'entraîne où? On se prépare où? C'est pas qu'on n'a pas écrit, on a écrit de gauche et à droite pour avoir l'air du jeu où on doit s'entraîner et que les joueurs se sentent à l'aise
psychiquement, psychologiquement, techniquement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait avec. Après-demain, on va se battre afin qu'on ait un peu des médailles. Lié à la Fédération gabonaise omnisport pour personnes handicapées, les Panthères du Gabon, malgré les conditions de préparation peu satisfaisantes, ont en ligne de mire un trophée pour honorer la République lors de cette première participation aux Jeux continentales sur la Terre des Lions. Et justement, Ibrahim, dites-nous, parce que pour jouer au football, il faut forcément des terrains et des bons terrains. Vous allez participer à une compétition internationale. Comment ça se passe? Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des difficultés pour avoir un bon terrain de football sur lequel vous pouvez vous entraîner? Effectivement, nous avons des difficultés pour trouver une place où nous pouvons nous entraîner. Normalement, on s'entraînait en Zarion. Il y avait une petite place là qu'on nous a octroyée, mais pas une place vraiment adaptée pour jouer au foot. Alors, nous avons changé de place pour aller à l'école qui est à côté de l'ENEDA. C'est à cet endroit-là où nous formons notre équipe. Alors, on a rencontré le chef qui nous a fait une faveur, qui a accepté qu'on s'entraîne là. Cependant, on reconnaît qu'il y a des difficultés pour avoir un bon stade. La place que nous avons actuellement, c'est pas une grande place, c'est une petite place. Cependant, on progresse ainsi. Yann Kennedy, vous avez une question pour Ibrahim? Juste pour dire, le président de l'association, je voulais parler au niveau des jeunes, parce qu'il faut dire qu'il y a déjà une équipe de grands, une équipe d'adultes. Est-ce qu'il y a des petites catégories ou bien des ambitions d'avoir des plus petites catégories pour essayer de garder aussi les jeunes peut-être dans ces handicaps-là qui sont souvent mal compris? Est-ce que les sorties de l'oisiveté, de pouvoir les mener à des activités saines, est-ce qu'il y a l'opportunité de pouvoir créer ce genre de catégories? Alors, nous, dans l'association, il y a des programmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites catégories. Donc, on appelle les petites catégories, c'est-à-dire les jeunes qu'on forme, on les prend ici à Libreville et parfois c'est dans les provinces. Donc, l'objectif après les catégories, c'est quoi? C'est de véritablement travailler avec l'ensemble des sourds pour qu'après l'équipe aussi s'agrandisse. Donc, après, on aura des groupes pour les jeunes qu'on va former et après, on formera les plus âgés. Et puis justement, ces jeunes-là, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'il faut forcément aller dans les écoles spécialisées comme à EDENA, où il y a un autre mécanisme qui est mis en place pour la détection des jeunes? Bon, on fait souvent des tests pour chercher les sourds. Parfois, on parle à l'école de NEDA, on voit des jeunes, on les appelle venir participer à des séances de formation. Donc, dans notre association, on fait toujours des publicités pour prévenir les parents qui ont des enfants sourds, pour qu'ils les emmènent dans notre association. Parce que les laisser à la maison, parfois, ce n'est pas très, très bien pour eux. Donc, souvent, on prévient les parents que s'ils ont les enfants, amenez-les à l'association. On fait la même chose dans les provinces, pour que les gens qui sont dans les provinces viennent ici à Libreville et participent aussi aux activités sportives. Oui, Yakinege, vous avez une question pour le président? Oui, j'aimerais vraiment dire. Bon, ça, ce sera vraiment du côté technique. Je vais demander, parce qu'on sait que le football, c'est un sport vraiment qui inclut plusieurs communications, plusieurs moyens de communication, dont la voix. Comment est-ce que ça se passe? Vraiment, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Comment est-ce que ça se passe pour les sourds? Parce que ne pas avoir le son, c'est-à-dire ne pas connaître le positionnement, il y a vraiment d'autres techniques. Quelles sont vraiment les techniques, les coachs que vous avez? Est-ce qu'ils prennent en compte toutes ces stratégies pour pouvoir mieux former les jeunes? Et est-ce qu'aujourd'hui, les coachs, par exemple, qu'ils ont sont tous forcément des malentendants ou bien on a des coachs qui parlent? Voilà. Alors, pour former les sourds, c'est la langue des signes qu'on utilise. Il y a certains entendants qu'on appelle, mais toujours est-il qu'on appelle un interprète pour que le message soit clair. Alors, pour le football des sourds, c'est toujours avec les mains. Donc, la difficulté première du sourd, c'est quoi? C'est l'oreille qui est fermée. Cependant, on utilise des images. On peut utiliser un chiffon ou un objet pour prévenir s'il y a une faute ou s'il y a un élément qui ne s'est pas bien passé. Donc, c'est un peu les différentes techniques qu'on utilise pour former les sourds dans le domaine du football. Donc, pour continuer, avant de revenir sur Ibrahim, le reste de l'actualité sportive, c'est tout de suite dans Multisport Express.
Le FC Barcelone est devenu la première équipe espagnole à remporter la Ligue des champions féminines grâce à une performance époustouflante en battant Chelsea 4-0 à Gutenberg ce dimanche. Dans l'effectif barcelonais, on compte la Nigériane Assissa Oshoala qui devient la première à remporter la Ligue des champions féminines. Après plus d'un an d'absence, les supporters ont enfin retrouvé la Liga dimanche lorsque les petites foules ont été autorisées à entrer dans le 2 matchs de l'avant-dernière journée dans la région de Valence. Le stade Mestalla a ouvert ses portes à 3000 fans pour le match contre Eibar. Tokyo organise une compétition test de BMX Freestyle, un des sports urbains faisant leur entrée aux Jeux Olympiques cet été sans spectateurs. L'événement devrait initialement se tenir en avril, mais a été reporté à cause d'une montée du nombre de cas de Covid-19 au Japon. I.A. de Perchis tatoué sur la poitrine, son frère aîné Renaud, ex-recordman du monde, et lui Valentin chez les Vavilloni. La perche est une affaire de famille, mais pour le cadet, le ticket pour Tokyo et ses premiers Jeux Olympiques sont d'abord historiques d'une résurrection. Après des années passées dans l'ombre de son grand frère, Renaud Valentin caresse le rêve de devenir un jour numéro 1 mondial. Au sud de Londres, environ 2000 coureurs sont repartis sur 2 courses différentes de 5 km, l'une avec distanciation sociale et l'autre sans, lors d'un événement organisé par le gouvernement pour évaluer les risques de contagion au coronavirus. Les coureurs ont dû présenter un test négatif avant la course. Les événements de masse devraient commencer le 21 juin en fonction des résultats de ces essais. Avant le début de la première édition des Jeux des personnes spéciales de l'Afrique francophone prévue au Cameroun du 7 au 12 juin prochain, le desk sport de Gabon 24 apprend déjà les règles qui régissent la pratique du football des sourds-muets. Suivons. Ballon, filet, sifflet sont là les termes qui renvoient au football, le sport roi comme on l'appelle. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de sport consacré au football. Mais de quel football s'agit-il? Il s'agit du football pour personnes sourdes et muettes. Avec nous pour en parler, nous serons accompagnés de Walter Onanga, le directeur technique de l'association Agos. Allons vers lui pour plus d'explications. Le football, c'est un jeu collectif, c'est une activité collective qui se joue 11 contre 11 et qu'à la sortie de là, il faut mettre un ballon au fond de filet. Le football, à titre général, ça se joue avec les mêmes dimensions, que ce soit du côté des sourds que du côté du football conventionnel. C'est le même règlement. Mais il y a seulement une seule chose qui change, c'est le côté d'arbitrage. Mais dans l'arbitrage, comment ça se passe? Les 2 juges de touche, chacun un fanion. Mais par contre, l'arbitre central, il a un fanion et son sifflet. Le sifflet, c'est pourquoi? C'est pour que ceux qui sont entendants écoutent qu'il a sifflé. Et le fanion aide aux sourds de comprendre qu'il y a faute. C'est pour cela qu'il le gesticule en faisant ce geste. Je donne les... Je siffle. Et puis, il accompagne ce geste. Ce geste, c'est pour aider aux sourds qui ne comprennent pas que non, il y a faute. Il y a 17 lois. Dans ces 17 lois sont identiques. Rien ne change, sauf l'arbitre central. Parce qu'il y a la loi 4 et la loi 5. L'autre loi parle de juge de touche. Et l'autre parle de l'arbitre central, uniquement l'arbitre central, parce que c'est l'arbitre central qui a et le sifflet et le fanion, comme les 2 juges de touche. En un seul mot, si c'est une compétition du grand chelem, de haut niveau,
Je donne l'exemple, la compétition qui va se passer au Kenya. Il y a presque tout le monde mélangé là-dedans. Il n'y a pas seulement que les sourds, mais à 90%, c'est les sourds. C'est ces gestes qui nous permettent de parler avec notre collaborateur. Voilà qui est dit, voilà qui a été expliqué. Nous espérons que vous savez désormais quelle est la différence entre le football conventionnel pour personnes valides et le football pour personnes sourdes et muettes. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Vous avez appris quelque chose? Vraiment, c'était très intéressant. Et puis c'est vraiment surprenant de savoir que c'est juste la différence du fanion avec l'arbitre central qui est le gap entre le football pour les entendants et celui des non-entendants. Vraiment, c'est très intéressant et très édifiant. Et puis justement, Ibrahim, avant de nous séparer, cette question, est-ce que vous avez des partenariats extérieurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça se fait un peu dans le foot des entendants, quand on appartient à un club au Gabon, on peut signer pour un autre club, par exemple en Guinée équatoriale ou au Cameroun, qui sont nos frères les plus proches. Alors, nous sommes dans le niveau africain pour les personnes malentendantes. Donc, la Confédération africaine de football pour les personnes sourdes, avec la Confédération africaine de sport pour les sourds sur le niveau international. Donc, ce sont nos partenaires. Donc, l'Association internationale de football aussi, de sourds, c'est des partenaires que nous avons, avec la Commission internationale de football des personnes handicapées. Donc, cette commission-là se concentre sur l'évolution des joueurs sourds handicapés. S'il y a des personnes intéressées, souvent choisies, quelques-uns, on les envoie vers cette commission. Alors, l'année passée, on avait eu un transfert. Donc, ils avaient besoin de joueurs. Par exemple, la commission avait besoin de joueurs. Donc, nous, on a envoyé, par exemple, notre capitaine de l'équipe ici. Donc, souvent aussi, il y en a qui viennent ici au Gabon, qui signent des partenariats. Donc, lorsque tout est prêt, on fait des visas et puis souvent on va en France et vice-versa. Bon, les documents, par exemple, pour l'ambassade, c'est souvent 6 mois. Donc, nous, parfois, on peut prendre pour 3 mois à cause des difficultés temporelles. Donc, il y a un partenariat qui est là en cours, mais comme il y a le corona, le partenariat n'a pas pu être fait. C'est très intéressant. Ibrahim, on s'achemine vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce que vous avez une compétition au Cameroun, c'est en juin, moins d'un mois déjà. Est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez lancer? Merci déjà à l'équipe qui nous a invités pour débattre de la question des personnes handicapées. Merci à toutes les personnes qui nous encouragent, qui encouragent les sourds. Donc nous sommes en train d'organiser notre voyage au Cameroun. Pour comprendre un tout petit peu l'objectif du jeu, il est important vraiment que nous allions participer à la compétition du Kenya et du Cameroun. Donc, nous, on veut que l'État se penche un peu sur notre problème. Que l'État nous aide aussi à nous organiser pour cette compétition Kenya et Cameroun. De toute façon, merci. Nous espérons que le message est passé. De toute façon, Gabon 24 va toujours être là pour vous accompagner du mieux que nous pouvons. Yana Kendege, merci. 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 Un plaisir. Ah, Ibrahim, voilà. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement, avec d'autres invités. Toujours le même décor et surtout le même sourire. Ciao, ciao.